Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Renaud Dutreil. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, ancien ministre des PME et actuel président de Mirabeau Private Equity. Bon, on parle également, je voulais vous faire réagir là-dessus, sur le Conseil des prélèvements obligatoires qui, dans son dernier rapport, dénonce un truc que vous avez entendu 1000 fois, les niches fiscales, qui représentent, on le sait, un manque à gagner important pour les finances publiques. C'est plus évidemment que l'impôt sur le revenu. Déjà, j'imagine, en faisant appel à vos souvenirs, déjà quand vous étiez ministre à l'époque, je pense qu'on parlait déjà de ce sujet. On a le sentiment que rien n'a changé, tout reste à faire pour mettre de l'ordre dans ces niches fiscales. Mais dans la niche, on le sait, il y a un toutou qui aboie. Alors, il y a des niches qui sont efficaces. La France est connue pour le crédit impôt recherche. C'est probablement 7 un des milliards d'euros. systèmes les plus efficaces au monde. Et ça a généré des apports en termes d'emplois, de capitaux qui sont investis en France. Donc la France est connue dans le monde de la recherche pour avoir un système extrêmement incitatif. C'est une niche. Avec des effets pervers, on sait aussi. Mais bon, c'est pas le sujet. Pervers, mais il y a aussi beaucoup d'effets positifs. Ouais. Alors Après, les niches qui sont inutiles, quelles sont les niches inutiles? Alors, les niches inutiles sont celles qui ne produisent pas d'effets bénéfiques. Mais d'une façon générale, on a des prélèvements obligatoires très élevés. Et donc, on essaye de trouver des solutions qui soient très ciblées. Si on avait des prélèvements obligatoires qui étaient beaucoup plus bas, on pourrait supprimer beaucoup de niches. Donc, les niches, c'est le revers de la médaille dans un pays qui a des prélèvements obligatoires très élevés. Et au lieu de dire il suffit de supprimer les niches, il faudrait d'abord se dire comment est-ce qu'on peut diminuer globalement le niveau des prélèvements obligatoires. Et alors, comment? Diminuer la dépense publique. Ah. C'est la première des choses. Et la première... Qui ne diminue pas, vous savez, cette année. La première des dépenses publiques à diminuer, c'est évidemment celle des collectivités territoriales qui sont responsables de la dérive de la dépense publique au cours des 30 dernières années. Et en particulier, vous répondront qu'il y a eu un transfert de compétences, qu'il y avait de nouvelles missions et qu'il fallait bien qu'il y ait des ressources. Ça n'est pas une bonne réponse. Quand on regarde l'évolution des effectifs, notamment dans la fonction publique, on s'aperçoit que sur les 3 fonctions publiques, celle qui a le plus dérivé, c'est la fonction publique territoriale. Et ce qu'il faudrait faire, c'est redonner aux exécutifs des collectivités territoriales une vraie liberté dans la gestion de leurs ressources humaines. Il n'y a aucune raison qu'on ait le même statut pour les fonctionnaires de l'État, pour les fonctionnaires des hôpitaux, pour les fonctionnaires des collectivités locales. Donc moi, je propose une chose très simple, c'est de permettre à un maire de choisir s'il embauche un collaborateur selon le statut de la fonction publique ou bien selon le droit privé. Et si on donnait cette liberté aux exécutifs, on verrait qu'un certain nombre de collectivités locales seraient beaucoup mieux gérées en termes de dépenses de la ressource. Mais ce n'est pas dans les tuyaux, ça. Ça devrait l'être. Bon. La France qui taxe davantage, c'est ce qu'on apprend dans ce rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, qui taxe davantage que le reste de l'Union européenne, le patrimoine des Français, à la fois sur le stock, 4,3%, ou même sur contre 2,8% par rapport, encore une fois, à la moyenne de l'Union européenne, donc on est au-dessus, sur le stock ou même sur les revenus qui sont issus, générés par le patrimoine. On est là encore dans un rapport de 1 à 2. C'est pas problématique quand même, toujours cette question-là, de la fiscalité sur le patrimoine des Français? Bien sûr, et le président de la République est le premier depuis très très longtemps. Moi, je me souviens, c'est quand j'étais ministre des PME qu'on a fait la première réforme insuffisante, mais néanmoins le premier pas, vers la baisse de l'ISF. Là aussi, c'était une niche fiscale. On favorisait ceux qui étaient des patrons de PME pour qu'ils soient moins taxés à l'ISF. Donc aujourd'hui, on a un gouvernement qui a pris conscience qu'il fallait diminuer les prélèvements sur le patrimoine, et notamment le patrimoine économique, et le patrimoine qui est exposé à la concurrence internationale. J'écoutais l'émission précédente, et il faut comprendre qu'entre le secteur exposé et le secteur abrité, il y ait des fiscalités qui soient différentes. Il est plus logique de soutenir ceux qui sont confrontés à la concurrence internationale en termes de baisse de fiscalité que les secteurs comme l'immobilier, qui sont, et vous l'avez dit tout à l'heure, immobiles et donc qui ne sont pas confrontés à la compétition internationale. Donc ce premier pas qui consiste à baisser l'ISF sur le patrimoine mobilier est tout à fait de bon sens. Bon, et quand le Conseil des prélèvements obligatoires propose de raboter les avantages fiscaux de l'assurance vie, voire même de diminuer le plafond de l'épargne réglementée, baisser les frais de notaire, encore une fois, lors d'une acquisition, est-ce que ce sont des pistes qui vous semblent judicieuses? Alors, sur l'assurance vie, nous-mêmes, chez Mirabeau, nous travaillons à la proposition de placement en non coté dans des fonds de private equity
qui serait sur les UC, hein, les fameuses unités de compte des contrats d'assurance vie. Il n'y a pas assez d'argent investi. On peut pas aujourd'hui c'est investir dans le possible, mais non-coté. ça reste extrêmement marginal. Ouais. Il faudrait que dans un portefeuille d'assurance vie, il y ait à peu près 4 à 5% en non-coté. 4 à 5%, ça reste relativement modeste. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, on est très très loin. Et la France est un des pays les plus en retard en matière d'investissement dans le non-coté. Or, le non-coté, c'est aujourd'hui la classe d'actifs qui est la plus performante en termes de rendement. Donc, plutôt de regarder uniquement la fiscalité, il faut aussi regarder le rendement. Si les gens mettent leur épargne sur des fonds euros qui ne rapportent rien aujourd'hui, Tu as intérêt à vous remonter dans les prochaines années. Ça va remonter tout peut-être, il doucement. faut le souhaiter pour eux, mais en tout cas à l'heure actuelle, ce ne sont pas des placements qui créent du rendement. Alors si on ajoute effectivement une hausse de la fiscalité sur des rendements extrêmement faibles, on peut imaginer que les gens soient mécontents. Ce qu'il faudrait, c'est orienter beaucoup plus qu'on ne le fait l'épargne des Français, et notamment ces 1624 milliards d'euros qui sont investis en assurance vie, vers le non-coté, c'est-à-dire vers les PME françaises, les entreprises qui créent de l'emploi, qui font vivre les territoires, qui permettent de sauvegarder aussi les traditions manufacturières ou du service à haute valeur ajoutée. Mais il n'y a pas une bulle aussi sur le private equity, parce qu'on dit que sur les marchés financiers, sur les marchés actions, les marchés sont très très chers. On dit aussi que les niveaux de valorisation dans le non-coté aussi ont atteint des niveaux avec pareil beaucoup d'endettement. Votre question, on se l'est posée quand on a créé Mirabeau Patrimoine Vivant, ce fonds d'investissement dédié à un secteur très particulier qui est celui des entreprises manufacturières premium, art de vivre, lifestyle. Et on s'est aperçu que les fonds généralistes, ceux qui investissent dans des secteurs extrêmement variés, se départagent les uns des autres par le montant du chèque pour rentrer dans une entreprise. Et donc évidemment cette logique, où seul le chèque en fait conduit à une décision d'investir, eh bien ça crée un phénomène d'inflation. On est aujourd'hui à des multiples qui peuvent être 13, 14 fois, 15 fois l'EBITDA, alors qu'on était il y a quelques années autour des 10 fois l'EBITDA. Nous avons une méthode d'investissement qui est probablement plus raisonnable parce que elle est non intermédiée. On ne passe pas par des banquiers d'affaires qui mettent tout à coup en jeu des compétiteurs. Et on apporte autre chose que de l'argent. On apporte une vraie stratégie de développement sur le marketing, la distribution, le management, l'innovation produit. Tout ce qui fait qu'un entrepreneur, il va dire « Ah, ces gens-là, ils ne viennent pas uniquement combien de fois les de BDA l'argent, vous achetez mais du service. » Vous achetez ça combien de fois les BDA 10 fois? Moi, je trouve Vous qu'il êtes est raisonnable dans des normes raisonnables pour des PME qui ne sont pas de grande taille, qui sont d'une taille relativement petite sur un marché domestique et qui vont aller vers la globalisation de leur activité, d'investir autour des 10 fois les l'EBITDA, si possible un peu moins. Mais l'inflation menace aussi le non-coté, comme sur les marchés financiers. Est-ce que, pour clore ce sujet, est-ce qu'une fois qu'on a dit que la France taxait plus le patrimoine et les revenus liés au patrimoine que ses voisins européens, est-ce que le président Macron doit aller encore plus loin dans sa réforme de la fiscalité du patrimoine? Ou est-ce qu'on se dit, ben voilà, avec la flat tax et avec l'impôt sur la fortune immobilière, ça y est, le job a été fait? Il a déjà fait un énorme pas, et en fait 3 pas, puisqu'il y a à la fois la taxation des plus-values, il y a l'ISF, il y a la baisse des charges sociales. Donc beaucoup a été fait pour réduire la fiscalité qui pèse notamment sur les entreprises. Moi, mon pari personnel, c'est que cette première démarche qui a consisté à ne supprimer qu'une partie de l'ISF sera poursuivie un jour par l'autre partie. Et je crois que l'ISF disparaîtra un jour comme probablement le plus mauvais impôt qui ait été mis en place en France. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il a des effets pervers énormes. Il ne reste plus grand-chose, il ne reste même pas 1 milliard d'euros sur les 5 milliards d'euros qui ont été supprimés. C'est un symbole, et comme tous les symboles, en fait, ça fait plaisir à certains, mais pas pour les bonnes raisons. Vous disiez, Renaud Dutreuil, que pour baisser la pression fiscale des prélèvements obligatoires, il faut réduire la dépense publique. Pierre Moscovici, qui était hier sur Europe 1, disait qu'effectivement, a priori, la France devrait sortir, on a compris entre les lignes, de la procédure pour déficit excessif européen, puisque pendant 2 ans consécutifs, après 2 années consécutives, 2017-2018, on devrait être en dessous de la barre des 3%. Est-ce que là encore, vous considérez que le travail a été fait, ou est-ce qu'il faut encore aller plus loin? Je ne sais pas si vous savez, en France, on sera à 3%. Vous savez quelle est la moyenne déficit public en zone euro? Quelle est la moyenne, vous savez? Elle doit être aujourd'hui à 1. 0,9. Nous, avec nos 3%, on est là, ouais, génial et tout, mais on est quand même très loin des autres. La dépense publique, c'est d'abord une dépense en ressources humaines. Et il y a un certain nombre de fonctions publiques qui sont absolument indispensables. Personne n'a envie d'avoir moins de profs, moins d'infirmières, moins de policiers, moins de militaires. Bon. Donc, il faut trouver une solution qui soit compatible avec l'exigence de service public. Vous taillez où alors? Et en même temps, la bonne gestion. Et la bonne gestion,
ça suppose qu'une partie des fonctionnaires ne soit pas recrutés sous statut de la fonction publique. On y revient. Le statut de la fonction publique, ça devrait être réservé à un nombre limité d'emplois régaliens et évidemment de catégorie A et non pas de catégorie C ou B. Ça fait partie des plans du gouvernement, ça, par rapport à toutes les consultations Je qui n'ai sont en rien cours? vu de tel dans le programme du président Macron, C'est bien ce que je me disais. mais c'est en tout cas quelque chose qui me paraît souhaitable. Bon, sinon, oui, un petit coup d'euro, parce que c'est intéressant, je ne sais pas ce que vous racontent les chefs d'entreprise que vous rencontrez, mais il y a un rapport qui a montré qu'il y a une perte de part de marché des produits français à l'exportation, que le Made in France ne se vend pas très bien, on est au plus bas depuis maintenant presque 20 ans. Et quel est l'effet de la parité? On a vu que l'euro-dollar était monté jusqu'à 1,24, 15% de hausse en un an, quasiment 4 depuis le début de l'année. On est entré en zone rouge. Qu'est-ce qu'ils vous disent les patrons? Vous savez, les entreprises qui sont peu spécialisées ou les pays qui sont peu spécialisés sont très sensibles aux variations monétaires. C'est nous ça? C'est nous? Et ça, c'est nous. Les Allemands continuent à exporter même lorsque la monnaie leur est défavorable. On a vu dans les années 2008-2009 où il y avait la crise et un euro autour de 1,40 que les Allemands restaient les premiers exportateurs du monde. Donc, la réponse, ça n'est pas de dire « Ah, c'est la faute de la monnaie ». La réponse, c'est de spécialiser l'industrie et l'économie française. C'est un peu aussi la faute de la monnaie. On aurait une monnaie plus faible, ça serait plus simple. Sans pour autant guérir nos maux profonds qui sont un manque de spécialisation et de compétitivité. Mais que fait le président Macron sur la compétitivité? Eh bien voilà, il agit. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il y a comme mesure? Écoutez, rien que les baisses de charges, c'est pas lui, c'est Hollande. Pour alléger la fiscalité qui pèse sur les entreprises. Permettre que ces entreprises, l'impôt sur la société, bien sûr, réinvestissent en productivité, en compétitivité. La seule mesure, c'est ça. La seule mesure, c'est la baisse de l'impôt. Très fort. Baisse de l'IS. On va à 25% en horizon 2022. On y va baisse de la taxation sur les plus-values. Là aussi, c'est très important. Parce que lorsque des entrepreneurs réalisent des plus-values, ils les réinvestissent la plupart du temps dans l'économie réelle. Ce sont de bons investisseurs en termes de prise de risque. Ils connaissent le risque, ils savent ce que c'est, ils sont capables d'être des business angels, ils sont capables d'être de nouveaux entrepreneurs sur d'autres projets. Il faut donc les encourager, ceux-là, à réinvestir leur argent. Mais c'est pas de la avant, on avait une taxation sur les plus-values. Ce n'est pas de la compétitivité stricto sensu. Si. Dans les pays très compétitifs, vous apercevez que les entrepreneurs ont une vraie liberté de réinvestir leur argent. Et plus on taxe les entrepreneurs, moins il y a de compétitivité dans un pays. Vous regardez des pays comme les États-Unis ou comme Israël, ce sont des pays où les investisseurs preneurs de risques sont fortement incités à investir dans l'économie. Et donc, ce n'est pas le cas de la France. Mais le président Macron, justement, a compris ça et toutes les mesures qu'il a mises en place sont excellentes pour favoriser cette prise de risque. Il n'y a pas de compétitivité s'il n'y a pas de preneurs de risques. Ce sont les entrepreneurs. Il faut les soutenir. Bon, et donc est-ce qu'on est entré en zone rouge ou pas sur l'euro-dollar? Parce qu'on voit bien, on a vu la cacophonie, vous avez suivi à Davos ce qui s'est passé entre les propos du ministre de l'économie, enfin le secrétaire d'État au Trésor américain, vous avez vu que et Trump qui rétropédale. Les mesures prises par les Américains, et notamment le fait qu'un très grand nombre d'entreprises vont rapatrier des revenus qui jusqu'à présent sont des revenus extérieurs aux USA. Il va y avoir un afflux de capitaux aux États-Unis. Ça va avoir un effet sur le dollar. Le dollar va remonter. Donc, ne regardons pas ces fluctuations comme des fluctuations définitives. En 2008, on était à 1,40, on est tombé autour de 1,06, 1,05. Vous suivez bien ça, dis donc. On est remonté effectivement à 1,020. Ça reste dans un corridor de fluctuations qui est assez habituel. Il n'y a rien de choquant dans cette parité euro-dollar aujourd'hui? Je ne pense pas. Et je pense que le dollar va remonter du fait des décisions qui sont prises aujourd'hui par le président Trump. Eh bien voilà, on note qu'aujourd'hui, le 29 janvier, il y a cette prévision sur le dollar. On en reparlera quand vous reviendrez. Bon, merci à vous. Merci Renaud Dutreil, donc ancien ministre des PME et président de Mirabeau Private Equity, qui achète pas plus que 10 fois les BDA, ces boîtes. On a en noté aussi. Mais qui apporte beaucoup de plus-value. C'est l'intérêt de ne pas surpayer. Nous sommes non pas des financiers, mais des investisseurs entrepreneurs. Bon, merci à vous. Merci, au revoir.